Chapitre 5. Savoir être méchant. La pugnacité. Vous aurez toujours autour de vous des agresseurs, dont certains masqués, qui chercheront à vous faire du tort d'une façon ou d'une autre. Surmontez la peur diffuse que vous avez d'affronter ces personnes, faute de quoi vous aurez la plus grande difficulté à vous affirmer face à ces gens plus fourbes et impitoyables que vous. Avant qu'il ne soit trop tard, maîtrisez l'art de vous montrer méchant au moment opportun. Tromperie, manipulation et même force brute le cas échéant. Tout le monde fait des accommodements avec la morale quand il s'agit de défendre ses intérêts personnels. Quant à vous, faites-le de façon consciente et efficace. La mise en scène du battant. Le battant, sauf quand il dort, vit avec la certitude pratique et subconsciente que s'il relâche un instant son attention, s'il baisse un moment sa garde, tous les loups affamés, les renards insatiables, les furets et les vautours avec lesquels il cohabite n'hésiteront pas à le dévorer. Malcolm X. Pendant l'été 1994, Curtis Jackson retourna dans le Southside Queens après avoir purgé sa peine dans une maison de redressement pour trafiquants de drogue. À sa grande surprise, il constata que pendant son absence d'1 an, le trafic avait changé de façon spectaculaire. Les rues grouillaient plus que jamais de dealers qui essayaient de faire de l'argent en fourguant du crack. Là des luttes et violences des 8 années précédentes, les dealers en étaient venus à un système où chacun régnait sur 1 ou 2 coins de rue. Les drogués venaient les trouver pour effectuer des transactions rapides. Ainsi, chacun savait où il mettait les pieds. Inutile de se battre, de repousser les gens, ni même de bouger. Quand Curtis fit savoir qu'il voulait reconstituer son équipe et reprendre au point où il en était avant d'être enfermé, il se heurta à des soupçons et même à une hostilité déclarée. Avec ses projets ambitieux, il allait démolir le gentil système établi. Il eut le sentiment qu'il le tuerait avant qu'il ne puisse bouger le petit doigt, juste pour que l'ordre en place perdure. Brusquement, l'avenir lui parut sombre et déprimant. Il avait décidé depuis plusieurs mois de sortir du racket de la drogue, mais ses projets dépendaient de sa capacité à mettre de côté pas mal d'argent pour pouvoir enchaîner sur une carrière musicale. S'il s'en tenait au système du coin de la rue par dealer, il ne gagnerait jamais assez pour ça. Les années passeraient et il aurait de plus en plus de mal à partir. Mais s'il manœuvrait en sorte d'acquérir davantage de territoire et de faire de l'argent rapidement, il n'allait guère trouver d'alliés parmi les autres trafiquants, mais beaucoup d'ennemis. Il n'était pas de leur intérêt de lui permettre d'étendre son réseau. Plus Curtis réfléchissait à la situation, plus il enrageait. Où qu'il se tourne, les gens tentaient de lui mettre des bâtons dans les roues, de limiter ses ambitions et de lui dire ce qu'il avait à faire. Sous couvert de conserver l'ordre, ils tentaient simplement d'acquérir du pouvoir pour eux-mêmes et de le conserver. D'après l'expérience de Curtis, chaque fois qu'il avait eu besoin de quelque chose, il n'avait pu se permettre d'être gentil et docile. Il lui avait fallu faire preuve d'initiative et d'énergie. Il était naturel qu'il se sente un peu nerveux, à peine sorti de prison, en essayant de reprendre sa vie passée. Et ce dont il pouvait bel et bien avoir peur, c'était d'être bloqué et de s'installer dans une vie de dealer au coin de la rue. Le moment était donc venu de se montrer agressif et méchant et de faire voler en éclats le système conçu pour étouffer les gens comme lui. Il songea à tous les battants qu'il avait connus dans son quartier. Une des stratégies qui leur avait le mieux réussi était la mise en scène, variante de la vieille méthode de la carotte et du bâton. On distrait les gens avec quelque chose de spectaculaire et de bouleversant, et pendant que personne ne fait attention à vous, vous raflez ce que vous voulez. Il avait vu cette méthode exécutée des dizaines de fois, et en y réfléchissant, il s'aperçut qu'il avait tout ce qu'il fallait pour l'appliquer. En maison de correction, il s'était lié d'amitié avec le meneur d'un gang de voleurs de Brooklyn. Ces gars étaient connus pour leur efficacité et ils faisaient peur. Pour sa mise en scène, Curtis allait faire profil bas durant quelque temps et fourguer de la drogue à un coin de rue comme tout le monde. On croirait alors qu'il s'inscrirait dans le nouveau système. Il ferait ensuite appel au gang de voleurs afin qu'ils dévalisent tous les dealers du quartier, y compris Curtis. Il leur prendrait leurs bijoux, leur argent et leur drogue.
Il ferait ainsi plusieurs opérations de balayage en quelques semaines. Le marché était le suivant. Il garderait l'argent et les bijoux, Curtis aurait les drogues. Nul ne soupçonnerait qu'il était dans le coup. Dans les semaines qui suivirent, il s'amusa bien. Le déferlement des voleurs dans le quartier jeta la panique parmi les dealers, dont certains étaient ses amis. Il fit semblant de partager leur désespoir. Il ne faisait pas bon se frotter à des gangsters de Brooklyn. Du jour au lendemain, l'existence des trafiquants fut totalement perturbée. Il leur fallait maintenant être armés, ce qui entraînait une cascade de problèmes nouveaux. La police était partout et faisait des contrôles à l'improviste. Celui qui se faisait prendre avec un pistolet écopait d'une peine de prison ferme. Les dealers ne pouvaient plus se contenter d'attendre au coin de la rue que les drogués viennent les trouver. Il fallait qu'ils se déplacent sans cesse pour éviter la police. Certains n'avaient même plus qu'un moyen pour conclure des ventes: se faire appeler sur leur beeper. Tout devint plus compliqué. Les affaires ralentirent. Le vieux modèle rigide et statique avait explosé. Curtis s'engouffra dans la brèche avec des capsules d'une nouvelle couleur qu'il conditionnait lui-même et vendait aux drogués. Parfois, il faisait cadeau de quelques capsules supplémentaires, confectionnées avec la drogue raflée par les voleurs. Les drogués se ruèrent sur cette aubaine. Pendant ce temps, les autres dealers étaient trop bouleversés pour remarquer le tour qu'on leur avait joué. Quand ils comprirent, il était trop tard. Curtis avait étendu son réseau et était bien parti pour acheter sa liberté. Quelques années plus tard, Curtis, désormais appelé 50 Cent, qui se frayait un chemin pour devenir rappeur, signa un contrat avec Columbia Records. Les choses étaient en bonne voie pour lui. Mais 50 n'était pas homme à se laisser hypnotiser par les rêves habituels. Il comprit vite que seules quelques vedettes pouvaient compter sur une vraie carrière dans ce métier. Lui-même, comme tout le monde, n'en voyait que les miettes. Chaque artiste pouvait connaître une réussite provisoire avec un succès ici ou là, mais cela ne durait pas et il n'avait aucun pouvoir pour changer cette dynamique. Pire, 50 s'était fait des ennemis dans ce milieu. Il était un dealer ambitieux doté de talent. Il y avait des gens pour se méfier de lui et pour le craindre. Ils œuvraient en coulisses de façon à ce qu'il n'aille pas bien loin. Comme 50 l'avait appris, le talent et les bonnes intentions ne suffisent jamais dans ce domaine. Il y faut aussi de l'intrépidité et une stratégie. Quand on se heurte à l'indifférence des gens ou à leur hostilité déclarée, il faut se montrer agressif et les bousculer par tous les moyens nécessaires, sans se soucier du fait que quelques-uns vous détestent. En l'occurrence, il était à l'affût d'une occasion pour frapper un grand coup, et un soir, une rencontre accidentelle la lui fournit. Dans un nightclub de Manhattan, 50 discutait avec un ami de quartier, quand il vit que le rappeur Ja Rule regardait dans sa direction. Quelques semaines auparavant, l'ami de 50 avait dépouillé Ja Rule d'un bijou en plein jour. 50 s'attendait à ce que Ja vienne lui demander des explications. Mais Ja détourna le regard et choisit de l'ignorer. C'était ahurissant. Ja Rule était l'un des rappeurs les plus connus. Il avait bâti sa réputation sur le fait qu'il était un gangster du Southside Queens. Les paroles de ses morceaux soulignaient cette image de dur. Lui et son label, Murder Incorporated, Meurtre S.A., s'étaient alliés avec Kenneth Supreme McGriff, ancien chef du gang des Supreme Team qui avait dominé le trafic de drogue new-yorkais dans les années 1980 grâce à des méthodes brutales. Supreme leur apportait la crédibilité de la rue, tandis que Murder Incorporated offrait à Supreme l'accès au milieu de la musique, une activité légale lui permettant de se distancier de son sombre passé. Nul dealer ou gangster authentique ne pouvait se permettre d'ignorer ainsi l'homme qu'il avait dépouillé aussi effrontément. 50 comprit que Ja n'était qu'un bandit d'opérette. Les paroles de ses morceaux et son image ne lui servaient qu'à faire de l'argent. Il avait beau être arrogant, il n'avait aucune confiance en lui-même. Tandis qu'il réfléchissait ainsi, l'idée lui vint d'une mise en scène magistrale qui attirerait l'attention sur lui et le propulserait loin devant tous ceux qui lui barraient le chemin. Durant les semaines qui suivirent, 50 se mit à vendre des morceaux satiriques visant Ja Rule et le décrivant comme un gangster de studio qui rappait sur des choses qu'il n'avait jamais vécues. Ja n'apprécia probablement pas, mais ne réagit pas aux railleries de 50. Il était trop important pour s'inquiéter des agissements du menu fretin. Toutefois, ce que 50 fit ensuite ne pouvait être ignoré.
il mit en vente un morceau qui décrivait en détail les activités des pires chefs de bande du Southside Queens dans les années 1980, et notamment Supreme. Ce morceau fut un succès dans les rues et fit à Supreme la publicité qu'il tentait d'éviter maintenant qu'il se repliait sur des activités légales. Cela le rendit furieux et soupçonneux. Quel allait être le prochain coup de 50 ? Supreme fit pression sur Ja Rule pour qu'il s'empoigne avec ce parvenu et le détruise avant qu'il n'aille trop loin. Ja était désormais obligé de chercher 50. Il fit tout ce qu'il pouvait pour le faire taire. Il fit courir des bruits peu flatteurs sur le passé de 50 et tenta de stopper les contrats qu'il pouvait avoir avec des maisons de disques. Un jour, ils se retrouvèrent par hasard dans le même studio d'enregistrement. Ja et ses acolytes en vinrent aux mains avec 50. Ja voulait l'intimider par sa brutalité et sa réputation, mais cela aboutit seulement à ce que 50 augmente la cadence des morceaux satiriques qu'il mettait sur le marché. 50 voulait exaspérer Ja par tous les moyens, le rendre furieux et peu sûr de lui et avide de vengeance. 50 voulait garder la tête froide et poursuivre sa stratégie, tandis que Ja perdait les pédales. Il qualifia Ja de wanksta, c'est-à-dire de gangster amateur. Il parodia son style de chanson, ses paroles, tout ce qui était censé donner de lui l'image d'un vrai dur. Les morceaux étaient féroces, mordants et pleins d'humour. Lentement, mais sûrement, la rage de Ja augmenta. À cause de ces morceaux, les radios et les journalistes le mitraillaient de questions sur 50. Pour prouver qu'il relevait le défi et qu'il n'était pas un wanksta, il mit sur le marché des morceaux qui se voulaient eux aussi satiriques. Il cherchait à être spirituel, mais ils n'étaient que violents et brutaux. Sans le savoir, Ja s'était mis sur la défensive et il n'amusait pas grand monde. Le premier disque de 50 sortit presque en même temps qu'un disque de Ja, et ses ventes éclipsèrent celles de son rival. La vedette, c'était maintenant 50, et on commença à oublier Ja. Pour bien endosser son nouveau rôle, 50 cessa ses attaques, presque par pitié pour son ancien adversaire. Il s'était servi de Ja, et mieux valait à présent le laisser tomber dans l'oubli. L'approche intrépide. D'après ce que j'ai appris en cours de récréation, le gars qui ne veut pas se battre s'en sort toujours avec un œil au beurre noir. Quand on montre que l'on ne veut d'histoire à aucun prix, c'est là qu'on a des histoires. 50 Cent. La vie est faite de combats et d'affrontements. Ceux-ci se produisent à deux niveaux. Au premier niveau, on a des désirs et des besoins, des intérêts personnels que l'on veut promouvoir. Dans un monde hautement concurrentiel, cela signifie qu'il faut s'affirmer et même, à l'occasion, bousculer les individus en place pour se frayer un chemin. À un autre niveau, on rencontre toujours des gens plus agressifs que soi. On croise leur chemin à un moment donné, ils essaient de nous bloquer ou de nous faire du tort. Aux deux niveaux, aussi bien dans l'attaque que dans la défense, on doit composer avec la résistance et l'hostilité de ses adversaires. Tel a été le sort de l'homme depuis l'aube de l'histoire et le progrès ne changera jamais cette dynamique. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont on gère les moments inévitables de friction dans notre vie. Dans le passé, les gens aimaient en découdre. C'était manifeste à beaucoup d'égards. Au théâtre, par exemple, une pratique courante au XIXe siècle en Europe et en Amérique était de hurler, de siffler et de lancer des objets sur la scène quand on n'aimait pas les acteurs ou la pièce. À la suite de différences d'opinion, il arrivait souvent que l'on en vienne aux mains dans la salle. Nul ne s'en souciait, cela faisait partie du charme de la soirée. Dans le cadre des campagnes politiques, on considérait comme normal que les membres des différents partis se battent dans les rues. La démocratie était considérée comme vivante si elle laissait place à ce genre de différents publics. C'était comme une soupape de sécurité pour l'agressivité du peuple. Aujourd'hui, la tendance est à l'opposé. Toute confrontation nous rend en général nerveux. Nous nous offensons si quelqu'un exprime ouvertement son désaccord avec nous ou une opinion contraire à la nôtre. Nous avons aussi davantage peur de dire des choses susceptibles de chiffonner notre entourage, comme si l'ego des gens était trop fragile. Notre culture tend à promouvoir comme idéal l'esprit de coopération, être juste et démocratique, s'entendre avec les autres,
entrer dans le cadre et ne blesser personne. Les attitudes conflictuelles sont tenues pour plus ou moins condamnables. On est encouragé à se montrer courtois et agréable. Toutefois, la nature humaine conserve des pulsions agressives, et beaucoup de gens deviennent ainsi des agresseurs masqués, ce qui rend tout plus compliqué. Tout le monde paie le prix de cette atmosphère. Si nous nous trouvons du côté offensif du pouvoir, là où nous sommes contraints à une action énergique pour promouvoir nos intérêts, nous faisons souvent preuve d'hésitation et d'incertitude. Devant nos réactions vis-à-vis de nos agresseurs masqués ou pas, nous faisons parfois preuve de naïveté. Nous voudrions croire que les gens sont foncièrement pacifiques et désirent les mêmes choses que nous. Et il est souvent trop tard quand nous nous apercevons du contraire. Cette incapacité à gérer ces aspects inévitables de la vie est source de nombreux problèmes. Nous nous appliquons à différer et à esquiver les conflits et quand nous atteignons le point où la passivité n'est plus de mise, nous souffrons de notre manque d'expérience de l'affrontement direct. Pour surmonter cela, il faut prendre conscience du fait que notre capacité à gérer les conflits est proportionnelle à notre force intérieure et inversement proportionnelle à notre peur. La question qui se pose, ce n'est pas celle d'être gentil ou méchant. Quand on se sent faible et craintif, on est capable de gérer l'affrontement quel qu'il soit. On s'effondre, on perd les pédales ou on se fait mal. Alors on préfère que tout reste lisse et sans aspérité. Notre but est alors de nous faire aimer, ce qui devient une sorte de bouclier. En vérité, les gens qui passent pour bons et gentils sont en général de gros froussards. Ce que vous désirez, au fond, c'est vous sentir intérieurement fort et sûr de vous. Soyez disposé à déplaire quand l'occasion se présente et à affronter en toute sérénité ceux qui font obstacle à vos intérêts. Dans cette position de force, vous êtes capable de gérer les frictions de façon efficace, c'est-à-dire d'être méchant quand cela convient. Mais cette force intérieure ne vient pas naturellement. Il faut une certaine expérience. Cela veut dire que dans votre vie quotidienne, vous devez vous affirmer plus qu'à l'accoutumée. Acceptez d'affronter un agresseur au lieu de l'éviter. Organisez-vous pour arracher ce que vous voulez au lieu d'attendre que quelqu'un vous en fasse cadeau. Vous constaterez en général que par peur, vous exagérez les conséquences de ce genre de comportement. Faites comprendre aux autres qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que vous avez des intérêts personnels que vous êtes disposé à défendre et à promouvoir. Vous vous apercevrez que vous êtes débarrassé de cette angoisse continuelle d'avoir à affronter les gens. Vous cesserez d'être ligoté par cette fausse gentillesse qui vous use les nerfs. Le combat suivant sera plus facile. Votre confiance en vous-même pour gérer les moments de friction croîtra à chaque épisode. Dans les quartiers, les gens n'ont pas le luxe de s'inquiéter de savoir si on les aime. Les ressources sont limitées, tout le monde est à l'affût du pouvoir et tente d'obtenir ce qu'il peut. Le jeu est rude. On ne saurait se montrer naïf ni attendre que les bonnes choses tombent toutes cuites. On apprend à saisir ce dont on a besoin sans en concevoir de remords. Si l'on a des rêves et des ambitions, on sait qu'ils se réaliseront si on se montre entreprenant et que l'on fait du bruit, quitte à écraser quelques orteils au passage. Et l'on attend la même chose des autres. C'est dans la nature humaine. Au lieu de vous plaindre, apprenez simplement à mieux vous protéger. Nous rencontrons tous les mêmes dynamiques concurrentielles. Des gens qui nous entourent luttent pour faire valoir leurs intérêts personnels. Et du fait que nos combats sont plus subtils et polissés, nous tendons à perdre de vue la dureté sous-jacente. Nous nous montrons souvent trop confiants dans les autres et dans ce que l'avenir peut apporter de bon. Nous pouvons faire notre profit de la dureté et du réalisme qu'ont les gens qui ont grandi en milieu difficile. La ligne de démarcation est claire. Nous avons tous des ambitions et de vastes projets. Soit nous attendons le moment idéal pour les réaliser, soit nous nous retroussons les manches tout de suite. Ceci exige de canaliser intelligemment les pulsions agressives et d'être disposé à déplaire à quelques-uns qui y font obstacle. Si l'on attend indéfiniment en se contentant de ce que l'on a, ce n'est pas par gentillesse, mais par peur. Il faut nous débarrasser de la frousse et des remords que nous éprouvons à nous affirmer. Ils ne servent à rien d'autre qu'à nous garder en retrait. L'histoire enseigne que les intrépides se sont souvent heurtés à beaucoup d'hostilité. Cela leur a fait découvrir invariablement le rôle critique de leur attitude intérieure pour contrecarrer les agressions. Prenons l'exemple de Richard White, premier écrivain noir américain à vendre des best-sellers.
Le père de White abandonna sa mère peu après sa naissance en 1908. Durant son enfance, White ne connut que la pauvreté et la faim. Son oncle, qui les logeait, fut lynché par des Blancs, et sa famille, Wright, sa mère et son frère, fut contrainte de fuir l'Arkansas et d'errer dans le sud des États-Unis. Quand sa mère tomba malade et devint invalide, il fut ballotté de famille en famille jusqu'à passer quelque temps dans un orphelinat. Les membres de sa famille qui le recueillirent, eux-mêmes pauvres et malheureux, le rossaient à tout propos. À l'école, ses camarades de classe sentaient sa différence. Il aimait lire et il était timide. On le raillait et on le mettait en quarantaine. Quand il se mit à travailler, ses employeurs blancs lui firent subir 1000 avanies. Il se fit battre et mettre à la porte sans raison manifeste. Ces expériences suscitèrent en lui plusieurs niveaux de peur. Mais plus il lisait et réfléchissait, plus un esprit différent se forgeait en lui. Il lui fallait se rebeller et refuser le statu quo. Un jour qu'un oncle le menaçait de le rosser pour une bagatelle, il décida que la coupe était pleine. Il n'était encore qu'un enfant, mais il prit 2 lames de rasoir à la main et déclara à son oncle qu'il était disposé à se battre. Celui-ci ne l'embêta plus. Voyant le pouvoir que lui avait conféré cette attitude, il décida de l'adopter de façon préméditée et maîtrisée. Quand ses conditions de travail devenaient insupportables, il quittait son travail. Signe d'insolence vis-à-vis de ses employeurs blancs qui lui firent dans toutes les villes une réputation exécrable. Il se moquait que les gens le jugent différent. Il en était fier. Il craignait de rester piégé pour le reste de sa vie à Jackson, Mississippi, et souhaitait s'enfuir vers le nord. Il commit pour cela le premier et le dernier délit de sa vie en volant de quoi payer son voyage. Il eut le sentiment que cela était plus que moral. C'est cet esprit qu'il conserva jusqu'à la fin. Quand il fut écrivain, bien installé à Chicago, il eut le sentiment que ses romans étaient mal interprétés par le lectorat blanc. On trouvait à tout coup le moyen d'atténuer son message sur les préjugés racistes. On ne voyait dans son œuvre que ce que l'on voulait bien y voir. Il comprit alors qu'il s'était auto-censuré, qu'il avait choisi ses mots pour plaire davantage. Il lui fallut alors dépasser cette peur, ne plus chercher à plaire et écrire un livre qui ne risquait pas d'être mal interprété, un ouvrage aussi sinistre que la vie qu'il avait connue. Et ce fut Un enfant du pays, Native Son, son roman le plus célèbre et le plus vendu. Ce que White avait découvert était simple. Quand vous vous soumettez mentalement à des agresseurs ou à une situation injuste et invivable, vous ne vous procurez pas de paix véritable. Vous encouragez les gens à pousser le bouchon plus loin, à vous en prendre davantage, à se servir de vous pour leurs propres desseins. Ils sentent le manque de respect que vous avez pour vous-même, ce qui justifie à leurs yeux le fait de vous maltraiter. Quand vous vous abaissez, vous en récoltez les fruits amers. Vous devez cultiver l'attitude contraire. Un mental pugnace, profondément ancré et inébranlable. Et vous forcerez le respect. Ainsi en est-il de la vie pour tout le monde. Les gens vous prennent tout ce qu'ils peuvent. S'ils sentent en vous une personne prête à tout accepter et à se soumettre, ils repoussent les limites jusqu'à créer avec vous une relation d'exploitation. Certains le font ouvertement. D'autres, plus fuyants, se comportent en agresseurs masqués. Faites-leur comprendre qu'il y a justement des limites à ne pas dépasser, et que s'ils se mettent à vous bousculer, vous le leur ferez payer. Soyez intrépides, toujours prêts à en découdre. Vous devez dégager cette impression sans nécessairement dire un mot. Paradoxalement, le fait que vous vous attachiez moins à leur complaire les conduira à long terme à vous respecter et à mieux vous traiter. Les clés de l'intrépidité. Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, qu'en étudiant que cette dernière, on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver. Et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince, qui veut se maintenir, apprenne à ne pas être toujours bon et en user bien ou mal selon la nécessité. Nicolas Machiavel. La question de l'éthique écarte-t-elle la conscience de tout le monde, ou presque?
D'un côté, on comprend le besoin de se conformer à des normes élémentaires de conduite établies depuis des siècles. On fait de son mieux pour les respecter. De l'autre côté, on perçoit aussi que le monde dans lequel on vit est infiniment plus concurrentiel que celui qu'ont connu nos parents et nos grands-parents. Pour faire son chemin dans la vie, on doit accepter d'égratigner la morale à l'occasion, de jouer avec les apparences, d'esquiver la vérité, de se faire passer pour meilleur que l'on est et de manipuler enfin certaines personnes pour conforter notre position. Notre culture, dans son ensemble, reflète ce dilemme. Elle chante les mérites de la bonne entente et de la décence, alors que les médias nous titillent en permanence avec l'exemple de ceux qui se sont hissés au sommet en se montrant féroces et impitoyables. On est à la fois attiré et repoussé par l'histoire de ces personnages. Cette fracture nous met dans l'embarras et nous fait poser des actes ambigus. Nous parvenons mal à être tantôt bons, tantôt mauvais. Quand on se montre manipulateur sous la pression des circonstances, on a des remords. On hésite, on tergiverse. Quand doit-on se montrer pugnace et dans quelle mesure? Le grand écrivain florentin du XVIe siècle, Nicolas Machiavel, observa le même phénomène à son époque, à un niveau différent. L'Italie était morcelée en petits États qui intriguaient en permanence pour se disputer le pouvoir. Pour un dirigeant, c'était un environnement complexe et dangereux. Pour affronter un État rival, un prince devait se montrer extrêmement circonspect. Il savait que ses rivaux étaient prêts à tout pour promouvoir leurs intérêts et notamment s'allier avec d'autres pour l'isoler ou le détruire. Il devait être prêt lui-même à tenter n'importe quelle manœuvre pour protéger son État. Mais dans le même temps, il était imprégné de valeurs chrétiennes. Il devait jongler avec deux codes de conduite, l'un pour la vie privée, l'autre pour les jeux du pouvoir. Cela le rendait gauche. Nul n'avait clairement défini les paramètres moraux permettant de défendre l'État et de le consolider. S'il devenait trop agressif, cela lui donnait mauvaise réputation et il en souffrait. S'il se montrait en revanche bon et doux, son État tombait dans les griffes d'un rival, ce qui faisait le malheur de la population. Machiavel ne se souciait guère du fait qu'un dirigeant fasse des accommodements avec la morale en fonction des circonstances. Tout le monde fait ça. Il condamnait en revanche le dirigeant qui agissait à contretemps, c'est-à-dire qui se montrait agressif quand il aurait dû se montrer rusé et vice-versa. N'ayant pas vu venir la trahison d'un ancien allié qui se mettrait à comploter contre lui, sa réaction serait excessivement désespérée. Quand une manœuvre réussit, les hommes tendent à oublier les méthodes sordides qui les ont conduits au succès. En cas d'échec, en revanche, les mêmes tactiques sont examinées minutieusement et vivement critiquées. Un prince ou un dirigeant se doit avant tout d'être efficace dans ses actions et pour ce faire, il doit passer maître dans l'art de savoir quand et comment se montrer méchant. Ceci demande de l'intrépidité et de la souplesse. Quand la situation l'exige, il doit se conduire en lion. Il lui faut être agressif et direct pour protéger son État ou faire main basse sur quelque chose qui assure ses intérêts. Dans d'autres circonstances, il doit agir en renard, c'est-à-dire parvenir à ses fins par d'habiles manœuvres qui masquent son agression. Enfin, souvent, il doit faire l'agneau, brave créature docile et respectueuse portée au nu par la culture ambiante. Telle est la façon saine de se montrer méchant, en s'adaptant aux circonstances. Poser des actes publics approuvés par l'opinion et appliquer les tactiques ignobles uniquement en coulisses. Celui qui maîtrise la façon d'être méchant ne le sera qu'avec parcimonie. Son peuple jouira de davantage de paix et de pouvoir que celui du prince maladroit qui veut à tout prix être bon. Tel est le modèle que nous devons suivre. Nous sommes tous des princes en rivalité avec des milliers d'autres États. Nous avons des pulsions agressives, des désirs de pouvoir. Les pulsions sont dangereuses. Si nous nous y abandonnons de façon inconsciente ou maladroite, nous nous attirons toutes sortes de difficultés. Nous devons apprendre à identifier les situations qui exigent des actes résolus, mais maîtrisés, et bien choisir notre façon d'attaquer, comme un lion ou comme un renard. Nous allons voir ci-dessous quels sont les ennemis et les scénarios qui exigent l'une ou l'autre forme de méchanceté, soit en défense, soit en attaque. Les agresseurs. En 1935, une partie de la gauche américaine était déçue par les réformes du président démocrate Franklin D. Roosevelt, connu sous le nom de New Deal. Ces gens estimaient que les changements n'étaient pas assez rapides. Pour galvaniser ce mécontentement,
ils décidèrent de s'unir en créant un parti ultérieurement baptisé Parti de l'Union. Ils comptaient se présenter contre Roosevelt en 1936. Le danger était réel. S'ils obtenaient assez de suffrages, ils pouvaient faire gagner les élections aux républicains. Parmi les dirigeants de ce groupe se trouvait Huey Long, grand sénateur populiste de Louisiane, et le père Charles Coughlin, prêtre catholique qui animait une émission de radio très populaire. Leurs idées étaient vaguement socialistes et séduisaient nombre de personnes qui se considéraient comme privées de beaucoup de droits par la crise de 1929. Leurs attaques contre Roosevelt eurent de l'effet. Ses résultats dans les sondages plongèrent. Cela les enhardit, et leur campagne se fit de plus en plus agressive et implacable. Le président de son côté garda pratiquement le silence et les laissa vociférer, accuser et menacer. Les conseillers de Roosevelt, le jugeant trop passif, cédèrent à la panique. Mais cela faisait partie de son plan. Il était certain que l'opinion allait, au fil des mois, se lasser de ces attaques stridentes. Il devinait que les courants au sein du Parti de l'Union allaient se déchirer à l'approche des élections. Il ordonna à ses représentants de ne pas attaquer. Dans le même temps, il se montra actif en coulisses. En Louisiane, il congédia autant de partisans de Long que possible et les remplaça par des hommes à sa dévotion. Il fit conduire une enquête poussée sur les transactions financières douteuses de ce sénateur. Quant à Coughlin, Roosevelt s'attacha à l'isoler des autres prêtres catholiques connus et le fit passer pour un extrémiste. Il mit en place une loi obligeant Coughlin à obtenir une licence pour diffuser ses émissions. Le gouvernement trouva des raisons pour lui refuser sa licence, ce qui le contraignit provisoirement au silence. Tout cela contribua à effrayer les ennemis du président et à semer la confusion. Comme Roosevelt l'avait prédit, le Parti de l'Union commença à se scinder et l'opinion se désintéressa de lui. En 1936, l'élection de Roosevelt fut une victoire sans précédent. Franklin D. Roosevelt avait compris le principe de base à respecter face à des attaques directes et impitoyables. Si on les prend de front, on est obligé de se battre dans les conditions choisies par l'adversaire. On est en général désavantagé, sauf si l'on est soi-même d'un profil agressif face à des ennemis armés d'idées simples et d'une énergie féroce. Il vaut mieux les combattre de façon indirecte, masquer ses intentions et faire ce que l'on peut sans que l'opinion le sache, c'est-à-dire créer des obstacles et semer le trouble. Au lieu de les affronter directement, il faut donner à ces agresseurs de la place pour lancer leurs attaques. Ce faisant, ils se découvrent et constituent autant de cibles faciles. Si l'on se montre trop actif et violent, on donne l'impression d'être sur la défensive. Il faut au contraire se comporter comme le renard face au lion, demeurer froid et calculateur, et faire ce que l'on peut pour que les adversaires perdent toute mesure. Ainsi piégés, ils se décomposeront sous l'effet de leur propre énergie déchaînée. Les agresseurs masqués. Ce sont les maîtres du camouflage. Ils se présentent tantôt comme faibles et sans défense, tantôt comme moroses et vertueux, tantôt encore comme patelins et cordiaux. Cela les rend difficiles à identifier au premier abord. Ils lancent des messages ambigus, en se montrant successivement amicaux, froids et hostiles. Cela tente à égarer l'interlocuteur et à faire surgir en lui des émotions contradictoires. Si vous leur demandez des explications, ils se servent de cette confusion pour vous donner des remords, comme si vous étiez à la source du problème. Une fois entraîné dans cette comédie, vous commencez à vous échauffer et il peut être très difficile de reprendre de la distance. Le secret, c'est de les reconnaître à temps pour ce qu'ils sont, afin de réagir de façon appropriée. Quand la grande duchesse Catherine, qui allait devenir la grande Catherine, impératrice de toutes les Russies, rencontra son futur mari, Pierre, elle ne vit en lui qu'un enfant innocent. Il jouait toujours avec des soldats de plomb et faisait des caprices. Ils se marièrent en 1745 et assez vite, elle entrevit un nouvel aspect de son caractère. En privé, ils s'entendaient plutôt bien. Mais on rapporta rapidement à la jeune femme bon nombre de sales histoires, par exemple qu'il regrettait leur mariage et préférait sa femme de chambre. Que croire? Ses racontards ou sa cordialité quand ils étaient ensemble? Une fois devenu le tsar Pierre III,
Il lui arrivait d'inviter courtoisement Catherine à lui rendre visite dans la matinée, mais ensuite, il l'ignorait. Un jour, le jardinier de la couronne cessa de livrer à la tsarine ses fruits préférés. Il apprit que c'était sur ordre du tsar. Celui-ci faisait tout ce qu'il pouvait pour la rendre malheureuse et l'humilier sournoisement. Heureusement pour elle, Catherine comprit vite qu'il était un grand manipulateur. Ses apparences enfantines lui servaient manifestement à cacher un cœur mesquin et vindicatif. Elle se convainquit qu'il avait pour but de la pousser à faire une bêtise et que celle-ci lui servirait d'excuse pour l'isoler ou se débarrasser d'elle. Elle décida d'attendre son heure, de se montrer aussi affable que possible et de se faire quelques alliés puissants à la cour et dans l'armée, où beaucoup commençaient à mépriser le tsar. Finalement, sûre du soutien de ses alliés, elle organisa un coup d'État pour se débarrasser de lui une fois pour toutes. Quand il fut clair que l'armée s'était rangée du côté de Catherine et que Pierre III allait être arrêté, celui-ci commença à quémander et à la supplier. Il allait changer. Ils régneraient ensemble. Elle ne répondit pas. Il lui envoya un autre message déclarant qu'il allait abdiquer à condition qu'il puisse tranquillement retourner sur ses terres avec sa maîtresse. Elle refusa cet accord. Il fut arrêté et peu après assassiné par l'un des instigateurs du coup d'État, peut-être avec l'accord de l'impératrice. Catherine de Russie était une intrépide type. Elle avait compris qu'avec des agresseurs masqués, il faut garder son sang-froid et ne pas se laisser emberlificoter dans leurs intrigues incessantes. Si l'on réagit de façon indirecte en devenant soi-même agresseur masqué, on entre dans un jeu où l'on se fait battre à tout coup. En se montrant sournois et retors, on aiguillonne leur manque de confiance en eux-mêmes et on aggrave leur nature vindicative. La seule façon de les traiter, c'est d'avoir recours à une action audacieuse et sans complaisance qui les découragera de faire de nouvelles idioties ou les mettra en fuite. Ils ne comprennent que la force. Le fait de se trouver des alliés haut placés peut servir à les repousser. Avec ces renards, soyez lions, faites peur. Ils comprennent que, s'ils persistent dans leur comportement, cela leur coûtera cher. Pour identifier ce genre de personnage, cherchez des comportements exagérés manquant de naturel. Une gentillesse trop doucereuse, un excès de moralité. Il y a des chances pour qu'il s'agisse de camouflage servant à détourner l'attention de leur nature véritable. Mieux vaut alors faire preuve d'initiative en prenant des mesures de précaution dès l'instant où vous sentez qu'ils commencent à vous circonvenir. Les situations injustes. Au début des années 1850, Abraham Lincoln parvint à la conclusion que l'esclavage était une souillure pour la démocratie américaine et devait être éliminé. Mais en étudiant le paysage politique de l'époque, il réfléchit. Les gens de gauche étaient trop vertueux et tapageurs. Dans leur ferveur à défendre l'abolition, ils allaient polariser la vie politique du pays et les esclavagistes pourraient facilement exploiter cette division pour maintenir leurs institutions pendant des décennies. Lincoln était un réaliste accompli. Quand on cherche à faire cesser une injustice, on veut obtenir des résultats. Cela exige une stratégie, voire de la fourberie. Pour mettre fin à l'esclavage, il était prêt à tout, ou presque. Il jugea que, politiquement, c'était à lui d'embrasser cette cause. Son premier pas fut de présenter à l'opinion un front modéré pendant la campagne de 1860 et après son élection à la présidence. Il donna l'impression que son but premier était de maintenir l'Union et de démanteler progressivement l'esclavage par une politique d'endiguement. En 1861, quand la guerre de sécession apparut comme inévitable, il décida de tendre un piège astucieux aux sudistes. Il les conduisit à attaquer Fort Sumter, ce qui le força à déclarer la guerre. Les nordistes apparaissaient comme les victimes de l'agression. Ces manigances étaient destinées à lui conserver l'appui et l'unité des nordistes. Qui s'opposait à lui s'opposait à ses efforts pour battre les sudistes et maintenir l'Union. La question de l'esclavage passa au second plan. La présence d'un front unifié à ses côtés empêchait presque totalement l'ennemi de lui jouer des tours politiques. Tandis que le sort des armes tournait en faveur des nordistes,
Lincoln glissa progressivement vers des positions plus radicales, par exemple avec sa proclamation d'émancipation et son discours de Gettysburg. Il avait en effet davantage de latitude pour révéler ses véritables buts et agir en conséquence. Quand il eut conduit les nordistes à la victoire militaire, il eut encore plus de liberté pour poursuivre sa campagne. Ainsi, pour en finir avec l'esclavage, Lincoln avait accepté de manipuler publiquement l'opinion en cachant ses intentions et en se livrant à des tromperies manifestes avec ses manigances politiques. Cela lui demanda beaucoup d'intrépidité et de patience, et presque tout le monde s'y trompa. On le qualifia, et on le qualifie encore, d'opportuniste. Devant une situation injuste, on dispose de deux options. On peut certes proclamer à corps et à cri son intention de battre l'adversaire en passant pour quelqu'un de bon et de noble. Mais en fin de compte, cela tend à polariser l'opinion. Pour chaque sympathisant que l'on gagne à sa cause, on se crée un ennemi déterminé. De surcroît, vos intentions deviennent alors évidentes. Si l'ennemi est rusé, cela devient presque impossible de le battre. L'autre solution, si l'on veut des résultats, c'est d'apprendre le jeu du renard, en renonçant à sa propre pureté morale. On résiste à la tentation de perdre son sang-froid et l'on met au point d'habiles manœuvres stratégiques pour s'attirer l'appui de l'opinion. On change de position au gré des circonstances. On tend des pièges à l'ennemi pour qu'il commette des actes qui vous attireront la sympathie. On cache ses intentions. C'est comme une guerre. On doit tout faire pour battre l'ennemi, à l'exception de la violence gratuite. Il n'y a aucune noblesse à perdre si l'injustice l'emporte finalement. Les situations statiques. Dans tout projet, les gens se hâtent de promulguer les règles et conventions qui doivent être respectées. C'est souvent nécessaire pour faire régner l'ordre et la discipline. Mais le plus souvent, ces règles et conventions sont arbitraires. Elles reposent sur des succès passés et s'avèrent peu adaptées au présent. Il s'agit souvent d'un instrument pour que les gens en place gardent leur mainmise et conservent l'unité du groupe. Si ça se prolonge suffisamment, cela finit par abrutir les gens et étouffer toute façon nouvelle de procéder. Dans une telle situation, la seule chose qui convienne est la destruction totale de ces conventions dépassées pour faire place à du neuf. En d'autres termes, il faut se conduire en lion aussi méchant que l'on puisse paraître. C'est ainsi que plusieurs grands musiciens de jazz noir, tels Charlie Parker, Thelonious Monk et Dizzy Gillespie, traitèrent les conventions musicales qui s'étaient figées au début des années 1940. Après une jeunesse insouciante, le jazz avait été embrassé par les musiciens et le public blanc. Le style qui faisait fureur, big band, swing, était plus maîtrisé et réglementé. Pour faire de l'argent dans ce milieu, il fallait se conformer aux règles et respecter le genre en vogue. Mais même alors, les musiciens noirs qui se pliaient à ces conventions étaient payés considérablement moins que leurs homologues blancs. La seule façon de contourner cette situation d'oppression était de la détruire avec une musique totalement nouvelle, et ce fut le cas avec un style connu plus tard sous le nom de bebop. Ce nouveau genre allait au rebours des conventions en vigueur. Cette musique était sauvage, improvisée. Quand elle connut le succès, ces musiciens eurent la liberté de jouer selon leurs propres normes et de maîtriser en partie leur carrière. Une situation statique avait volé en éclats. Le champ était libre pour les grandes innovations du jazz des années 1950 et 1960. En général, il faut se montrer peu respectueux des règles fixées par d'autres. Elles ne conviennent pas nécessairement à l'époque ni à votre tempérament. Et le fait d'être le premier à créer un ordre nouveau apporte beaucoup de pouvoir. Les situations sans issue. Il arrive que l'on se heurte à des obstacles impossibles à surmonter quoi que l'on fasse. Par exemple, on peut être conduit à travailler avec des individus déraisonnables. Leurs actes ne servent qu'à imposer leur pouvoir et à vous pourrir la vie. Quoi que vous fassiez, vous avez tort. Il existe aussi des circonstances dans lesquelles on est continuellement obligé de voler au secours de quelqu'un. Il s'agit en général d'une personne qui joue les victimes en permanence. Elle en fait toute une comédie. Quoi que vous fassiez, le besoin désespéré de sauvetage continuera à se faire sentir encore et encore.
Dans ce genre de dynamique, votre affectivité vous pousse à chercher obstinément une solution au problème et à trouver une réponse raisonnable malgré des déceptions réitérées. En fait, la seule solution viable est de mettre fin à la relation sans dispute, négociation ni compromis. Vous démissionnez de votre poste. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Vous quittez la personne qui vous tourmente de façon aussi définitive que possible. Vous résistez à toute tentation d'éprouver des remords. Il faut mettre entre la personne et vous un maximum de distance afin qu'elle soit dans l'incapacité de jouer sur vos sentiments. Une fois qu'elle sera comme morte à vos yeux, vous pourrez continuer à vivre. Retournement de perspective. Le problème avec les conflits, la raison pour laquelle nous cherchons souvent à les éviter, c'est qu'ils suscitent en nous quantité d'émotions désagréables. Cela nous atteint que quelqu'un tente de nous blesser ou de nous faire du tort. Cela nous remet en cause et nous rend incertains. Avons-nous mérité cela? Si ces moments désagréables se renouvellent, nous n'en sommes que plus nerveux. Mais ce n'est en fait qu'un problème de perception. Dans notre émoi, nous exagérons les intentions funestes de nos adversaires. D'une façon générale, nous tendons à être trop affectés par les conflits. Certaines personnes ont des problèmes et des traumatismes qu'elles traînent avec elles depuis leur enfance. Le plus souvent, quand ces gens cherchent à nous causer du tort ou à nous paralyser, ce n'est pas dû au fait qu'ils nous en veulent personnellement. Cela découle d'une profonde insécurité personnelle et de situations non résolues dans le passé. Nous croisons simplement le chemin de ces personnes au mauvais moment. Il est vital de renverser notre perspective. La vie comporte forcément une part de conflit d'intérêts. Chaque personne a ses plans et ses problèmes qui entrent parfois en conflit avec les nôtres. Au lieu d'en faire une affaire personnelle et de nous tourmenter quant aux intentions de l'autre, nous devons simplement nous protéger et promouvoir nos intérêts sur cette arène sanglante qu'est la vie. Focalisez votre attention sur les manigances de l'adversaire et voyez comment les détourner. Si vous devez pour cela recourir à des actes réprouvés par la morale classique, n'éprouvez aucun remords. C'est juste un nouveau pion que vous avancez sur l'échiquier. Acceptez la nature humaine telle qu'elle est, et le fait que des gens en viennent à vous agresser. Cette perspective calme et détachée vous aidera beaucoup à trouver la stratégie idéale pour désamorcer leur agressivité. Ne mettez pas votre affectivité en jeu dans ces combats. Vous vous y habituerez et vous finirez par prendre un certain plaisir à vous battre comme il convient. Dans les exercices du gymnase, quelqu'un t'a écorché avec l'ongle et t'a brisé d'un coup de tête. Nous n'en manifestons aucun désagrément. Nous ne nous offensons pas. Nous ne le soupçonnons pas dans la suite de nous vouloir du mal. Toutefois, nous nous en gardons non pourtant comme d'un ennemi, mais sans le tenir en suspicion, nous l'évitons bienveillamment. Qu'il en soit de même dans les autres circonstances de la vie. Passons bien des choses à ceux qui, pour ainsi dire, s'exercent avec nous au gymnase. Il est possible, en effet, comme je le disais, de les éviter, sans les soupçonner, ni les détester. Marc Aurèle.